RTDS, nouvelle édition. Bonsoir à tous et merci d'être là pour vous informer. Retenons essentiellement dans l'actualité que le mandat d'amener lancé contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne n'aura plus d'effet. Guillaume Soro bénéficie d'une immunité diplomatique à Paris. Et voilà qui figure essentiellement en bonne place dans l'argumentaire du gouvernement ivoirien pour contrer la volonté de la juge française. Merci de nous rester fidèles sur la radio-télévision Delta Santé. D'abord, en page nationale, nous entamons cette édition avec une note éducative pour annoncer que deux associations estudiantines, le MET et le HACAM, ont donc organisé ce matin une assemblée générale pour, disait-elle, rendre compte d'une démarche menée à leurs camarades étudiants. Plus de précisions avec Arif Harouna. Aujourd'hui, de 2011 à 2015, c'est à peine que deux fonctionnent. Ils sont des centaines d'étudiants réunis ce mercredi devant l'Amphi 600 pour écouter le message du président du mouvement pour l'épanouissement de l'étudiant togolais. Après des démarches menées auprès des autorités ministérielles et universitaires afin de trouver une solution aux différents maux qui minent l'université de Lomé, l'heure était ce matin au compte rendu. Oui, nous avons organisé ce matin une assemblée générale à l'université de Lomé pour informer les camarades des démarches que nous avons eues avec nos autorités universitaires gouvernementales et prendre une décision. C'est pourquoi nous avons dénommé ça Assemblée générale d'information et de concertation. C'est par rapport aux problèmes qui minent l'université de Lomé en matière de bus de transport, en matière de logements universitaires, en matière de l'électrification du campus lui-même et ensuite parler de retraçage des pistes à l'université de Lomé. Nous avons discuté avec le président de l'université et le ministre de l'Enseignement supérieur par rapport à ces problèmes que je viens d'énumérer, mais il semble ne pas nous trouver des solutions. C'est pourquoi nous avons décidé de rencontrer les camarades. Après cette assemblée générale de concertation et d'information, une pause serait marquée et si rien n'est fait, les étudiants comptent mener d'autres actions et fixent à cet effet un délai. Nous allons ce soir déposer le procès verbal sur la table de nos autorités universitaires gouvernementales. Si jusqu'au 6 janvier 2016, nous ne trouvons pas de satisfaction à nos préoccupations, nous serons obligés de redoubler d'ardeur. Notons que les étudiants sont déterminés et ne comptent fléchir jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Et nous sommes là. Sur le continent à présent, je vous le disais tantôt, ces avocats ont eu finalement gain de cause. La juge française a levé le mandat d'amener lancé contre Guillaume Soro, une décision qui pourrait être fruit de la réaction du gouvernement ivoirien face au mandat d'amener de la juge française lancé il y a de cela 3 jours. Protestation des autorités ivoiriennes en réponse au mandat d'amener émis contre Guillaume Soro, l'actuel président de l'Assemblée nationale ivoirienne. La justice française fait volte-face. La juge d'instruction, auteur du mandat, a reconnu mardi 8 décembre 2015 que Guillaume Soro était l'un des représentants officiels de la Côte d'Ivoire à la conférence de Paris sur le climat et qu'il bénéficiait du statut diplomatique. La Côte d'Ivoire estime que le mandat d'amener qui a été émis par le juge d'instruction, vice-présidente du tribunal de grande instance, Mme Kéré Sabine, viole totalement, premièrement, les coutumes et la pratique diplomatique, viole également le traité de coopération, les accords de coopération qui unissent nos pays depuis 1961 en matière judiciaire, ainsi que les traités internationaux auxquels nous sommes tous soumis. L'État de Côte d'Ivoire avait adressé un courrier de protestation fustigeant la procédure enclenchée contre l'ancien Premier ministre Guillaume Soro. Il estime que celle-ci est une violation des accords de coopération judiciaire entre les deux pays. L'officiel ivoirien jouit d'une totale immunité en raison de son statut et donc dans ces conditions, aucun mandat ne devrait être émis à son encontre. Le séjour du président de l'Assemblée nationale se fait sous mandat de représentation émis par le président de la République. Aucun mandat ne peut être émis à son encontre. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que le respect mutuel existe et que nous puissions respecter les pratiques et les tests qui nous lient. Depuis plusieurs mois, la justice française a manifesté son souhait d'entendre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne dans le cadre d'une plainte déposée par Michel Gbagbo, le fils de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Pour les avocats de Guillaume Soro, ce dernier va porter plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse.
Et les Gabonais, eux, se rendront aux urnes très prochainement pour élire leur nouveau président. Et pour ce faire, la révision de la liste électorale a démarré depuis quelques mois déjà, le mois d'octobre, et donc devra prendre fin dans quelques jours. Mais un constat, les Gabonais se rendent difficilement pour consulter la liste électorale. À moins de 9 mois de la tenue du scrutin présidentiel, le Gabon procède à la révision de la liste électorale. Seulement, à 5 jours de la fin de cette opération dans la capitale gabonaise Libreville, l'engouement reste mitigé dans les centres d'enrôlement. L'intérêt des populations varie d'un centre à un autre. Je suis venu fouiller sur la liste des votants pour revoir si mon nom y figure et s'il n'a pas été égaré quelque part, pour préparer l'avenir. Je suis très satisfait parce que ceux dont les noms ne figurent pas, ils sont obligés de se faire enregistré. Débutée le 30 octobre 2015, l'opération de révision de la liste électorale en prélude à l'élection présidentielle de 2016 au Gabon prendra fin le 13 décembre 2015. Dans chacun des 6 bureaux de Libreville, le nombre de nouveaux électeurs tourne autour de 150 personnes depuis le 30 octobre à ce jour. Comme d'habitude, c'est d'abord au petit trot. On a enregistré l'arrivée des gens au fur et à mesure. C'est maintenant que l'engouement est un peu plus poussé. Et vous avez remarqué qu'on a même mis un dispositif à l'entrée. La sécurité aussi est en branle. On filtre d'abord depuis l'entrée parce qu'on était envahi tout à l'heure. Effectivement, les gens ont tendance à attendre un peu les derniers jours pour venir. Au-delà de cette opération, les futurs électeurs, tous bords confondus, prônent pour une transparence électorale en 2016. Entre la majorité et l'opposition, moi je crois que tous parlent du même langage. Ici, ce qu'on veut, c'est les élections transparentes. On veut que ça se passe dans la transparence et que tout le monde puisse accorder les élections. Le Gabon va organiser la deuxième élection présidentielle depuis le décès en 2009 du président Omar Bongo Ondimba. Ce scrutin est très attendu par tous les acteurs politiques du pays. Au lendemain de la leçon démocratique que le Burkina Faso a donnée au monde en général et à l'Afrique en particulier, le monde attend de voir le Gabon à l'œuvre en 2016. Retenez également en bref que la violence est toujours au rendez-vous en Burundi. Hier encore, Bujumbura a été théâtre des violences soldées par la mort de 5 civils et plusieurs autres blessés. L'Égypte, elle, envisage augmenter d'ailleurs sa capacité énergétique en 2016 de 2500 MW en 2015. Le pays entend aller jusqu'à 3000 MW en 2016. Une manière de faire face à la crise énergétique d'ailleurs, surtout dans le secteur industriel. La capacité électrique passera de 2500 MW à 3000 MW en 2016. Objectif, accélérer la mise en place des projets de développement économique. Il s'agira aussi de mettre fin au déficit énergétique auquel le secteur industriel fait face. L'énergie, c'est principalement le point noir des économies africaines, y compris l'Égypte. Pour faire face à ces besoins de développement et toute cette ambition que l'on connaît à l'Égypte depuis l'arrivée au pouvoir du président Al-Sisi, le pays développe de grands projets. Et donc, à ce niveau-là, il y a besoin d'une plateforme énergétique puissante pour pouvoir supporter ce développement et permettre la réalisation de ces grands projets à la fois liés aux infrastructures, à l'industrie, etc. La chute des prix du gaz et du pétrole avait engendré le ralentissement de l'économie égyptienne. Pour améliorer cette situation, 6882 MW ont été ajoutés à la production électrique du pays en 2015. Toutefois, les observateurs encouragent les autorités de miser sur les énergies renouvelables. L'Égypte dispose de capitaux importants et le nouveau canal de Suez aussi va générer un certain nombre de recettes budgétaires pour l'État. Et donc, ce sera l'occasion à ce niveau-là de développer des énergies nouvelles, plus propres et finalement moins dépendantes des cours internationaux sur le baril ou des cours du gaz, en tout cas des énergies fossiles. L'accroissement de la fourniture en gaz des différentes centrales électriques du pays nécessite environ 32 000 MW. Le pays a mis en place des unités flottantes de stockage et de régazéification afin de transformer le gaz liquide en gaz naturel pour l'alimentation des centrales électriques. Une troisième unité est aussi prévue d'ici 2016. Au monde, parmi les pays menacés par la sécheresse, il y a l'Éthiopie. En Afrique, le pays est sérieusement secoué par la sécheresse. Et selon l'ONU, si rien n'est fait, près de 30 000 personnes seront grillées au four de la famine d'ici juin 2016. Le champ de maïs est brûlé. Les tomates, elles aussi, ont eu trop chaud et surtout pas assez d'eau.
À cause du phénomène climatique El Niño, les pluies ont été presque inexistantes de juin à septembre. Les récoltes sont perdues. Il n'y a rien du tout. Tout le maïs de cette année est comme ça. Il n'est pas comestible. Même le bétail, s'il mange ça, ça le tuera. Le bétail lui aussi a souffert de la sécheresse, la pire depuis 30 ans selon les Nations Unies. Le manque d'eau a sérieusement nui à la région. Les chèvres n'ont plus d'eau à boire et le bétail, ça fait peut-être 3 mois qu'il n'a pas bu d'eau. Pour venir en aide à sa population, en grande partie des agriculteurs, le gouvernement éthiopien a importé 1 million de tonnes de blé et dépensé 175 millions d'euros en aide. Mais pour les Nations Unies, il en faudrait le double. C'est bien l'avis aussi de cet agriculteur. L'aide que nous avons reçue n'est pas suffisante pour nourrir les 8 membres de la famille pendant 15 jours. Nous sommes déjà exposés à la famine. À moins que le gouvernement ne prenne des mesures supplémentaires pour faire face à la situation et distribue de l'aide, nous allons finir par être affamés et mourir de faim. Entre 15 et 30 millions de personnes vont avoir besoin dans l'année qui vient d'une aide alimentaire. Et beaucoup risquent bien de souffrir de malnutrition sévère, surtout les enfants. Eh bien, la sécheresse est aussi l'une des conséquences du changement climatique qui sévit dans le monde. Il faut retenir également que cette journée a été très décisive à la COP 21 à Paris. Les négociateurs des 195 pays ont déposé un nouveau test sur la table des négociations de la conférence sur le climat, un projet de test qui devra donc sceller un pacte contre les conséquences les plus drastiques du réchauffement de la planète. Nouveau projet de texte sur la table des négociateurs de la COP 21. Ce document est censé aboutir à un accord universel contre le réchauffement climatique. À 3 jours de la clôture de la conférence de l'ONU, son président, le français Laurent Fabius, se montre optimiste, même s'il avertit qu'il reste un travail considérable. Le chef de la diplomatie française espère qu'un accord sera adopté vendredi soir. Tous les points de désaccord majeurs restant à trancher ont été listés. Ils sont nombreux et bien connus. Parmi eux, la question de la répartition des efforts entre pays du Nord et du Sud et surtout la révision régulière des mesures pour limiter les gaz à effet de serre, à ce stade insuffisante pour contenir le réchauffement sous le seuil de 2 degrés par rapport à la révolution industrielle. Pointé du doigt, l'Arabie Saoudite, accusée de freiner un accord, le deuxième producteur de pétrole mondial, a beaucoup à perdre dans la transition énergétique. L'action climatique, c'est maintenant, rappelle Greenpeace et son ours polaire mécanique installé en plein cœur de la COP 21. Près de 4 semaines après les attaques de Paris, les enquêteurs ont donc désormais découvert un nouveau visage d'horreur, nouveau visage de kamikaze. Mohamed Agad, il est donc le 3e kamikaze de Bataclan, un jeune homme de 23 ans. Il avait posté cette photo sur sa page Facebook, une vitrine de son quotidien dans les rangs de Daesh en Syrie. C'est désormais confirmé, Foued Mohamed Agad avait posté cette photo sur sa page Facebook, une vitrine de son quotidien dans les rangs de Daesh en Syrie. C'est désormais confirmé, Foued Mohamed Agad, 23 ans, est le 3e kamikaze du Bataclan. Vendredi 13 novembre, il se trouvait à l'intérieur de la salle de concert avec 2 autres Français déjà identifiés, Sami Amimour et Ismaël Mostefaï. À eux 3, ils ont tué 90 personnes et blessé des dizaines d'autres. Ton fils est mort en martyr avec ses frères le 13 novembre. C'est ce SMS envoyé de Syrie par la femme de Foued à la mère du jeune homme qui aurait permis de l'identifier. Originaire de Wissembourg en Alsace, Foued Mohamed Agad et son frère Karim faisaient partie d'un groupe de 10 jeunes partis faire le djihad. Prétextant des vacances à Dubaï, ils avaient quitté Strasbourg en décembre 2013 pour aller à Francfort, puis à Antalya en Turquie, avant de rejoindre le territoire contrôlé par Daesh en Syrie. Après la mort de 2 des leurs au combat, 7 d'entre eux reviennent en France au printemps 2014. Arrêtés par le RAID en mai 2014, ils sont aujourd'hui en détention en attendant leur procès pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. Parmi eux, le grand frère de Foued, Khalid Mohamed Agad, 25 ans. Foued, lui, était resté en Syrie, rejoint par son épouse, une Française qui aurait accouché sur place. Selon sa mère, qui n'avait plus de nouvelles de lui depuis août, il disait vouloir mourir en kamikaze, mais en Irak. Finalement, c'est la France qui l'a choisi comme cible. En Allemagne, une néo-nazie devant les tribunaux à minuit. Seule survivante d'une cellule néo-nazie, elle est donc jugée pour meurtre de 9 immigrés.
Seule survivante d'une cellule néo-nazie, Beate Zschäpe risque la prison à vie. Son procès à Munich est suivi de très près en Allemagne. Elle est jugée pour les meurtres de 9 immigrés, 8 Turcs et un Grec, ainsi qu'une policière allemande entre 2000 et 2007. Depuis son arrestation en 2011, elle était restée silencieuse. Aujourd'hui, elle a reconnu dans un communiqué avoir eu connaissance des crimes, mais sans y avoir participé. Un des avocats des victimes exprime lui sa frustration. « J'aurais espéré qu'elle donne des réponses à des questions clés, dit-il, telles que l'importance du réseau néo-nazi, qui étaient les complices. Et la question la plus importante pour les proches, pourquoi ces victimes ont-elles été tuées ? Les 2 autres membres du gang, 2 hommes, avaient été retrouvés morts dans un mobil-home en 2011, vraisemblablement suicidés après l'échec d'un braquage. L'enquête ouverte alors avait mis au jour l'existence de toute une série d'autres crimes et attentats pour lesquels Beate Zschäpe fait aujourd'hui face à la justice. Angela Merkel, désignée personnalité de l'année, la chancelière allemande est donc désignée par magazine Time pour son leadership en Europe et surtout dans la gestion de la crise ukrainienne qui a de cela 2 ans. Angela Merkel désignée personnalité de l'année 2015 par le magazine américain Time. Dans ce classement, la chancelière allemande devance le chef du groupe État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, et le candidat à la primaire républicaine, Donald Trump. Dans un communiqué, les responsables de Time ont justifié leur choix en soulignant combien Angela Merkel avait su faire face aux défis qui se sont présentés à l'Europe tout au long de l'année et de citer notamment la gestion de la crise des réfugiés. L'Allemagne est en première ligne dans ce dossier avec l'accueil de près d'1 million de réfugiés en un an. Et la chancelière s'est distinguée par sa politique d'ouverture en dépit des critiques d'une partie de son opinion publique. Angela Merkel a toujours dit avoir agi au nom des valeurs morales de l'Union européenne. Les responsables du magazine américain voient en la chancelière l'incarnation d'un leadership au niveau mondial. Ils rappellent son implication dans la résolution du conflit en Ukraine ou encore le rôle qu'elle a joué face à la crise financière grecque. Le titre de personnalité de l'année par le magazine Time est décerné tous les ans depuis 1927. Angela Merkel est la 4e femme à être ainsi distinguée. La dernière en date étant Corazon Aquino, la première femme présidente des Philippines. C'était en 1986. Il faut le dire, tout a commencé il y a près de 2 ans à la place Maïdan. Aujourd'hui, le conflit ukrainien ne fait plus la une des journaux d'ailleurs, mais il faut aussi retenir un chiffre non négligeable. 9000 personnes ont été donc tuées dans ce conflit depuis 2 ans. 77 ans, Raïsa Shenderovska ne mange pas tous les jours à sa faim. Depuis le début de l'année, sa ferme et son jardin ont été bombardés 5 fois, ce qui lui a fait perdre la moitié de sa récolte. Nous avons acheté du chou qui devrait nous faire tout l'hiver. Je vais le faire durer aussi longtemps que possible. Nos pommes de terre sont petites, mais je les cuisine pour ma petite fille. Et c'est tout. Nous n'avons pas de matière grasse, ni beurre, ni huile. Et il n'y a aucun magasin ici. Ici, dans l'est de l'Ukraine, où la plupart des habitants comptent habituellement sur leur propre production pour nourrir leur famille, beaucoup dépendent aujourd'hui de l'aide alimentaire. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, vient en aide aux familles les plus vulnérables, mais leur quotidien reste difficile, comme pour ce couple de fermiers. On fait notre jardin sous les bombes et on récolte sous les bombes. Résultat, on n'a pas assez de pommes de terre. De plus, depuis qu'une bombe a explosé dans notre jardin, on paye très cher pour les oignons et les carottes. C'est vraiment très difficile. Selon un nouveau bilan publié par l'ONU, en 1 an et demi, la guerre entre forces ukrainiennes et séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine a déjà fait plus de 9000 victimes. Retour au Togo pour clôturer ce journal. Retenons également qu'une nouvelle équipe a pris la tête de la Fédération togolaise de football, un comité de 10 membres qui aura pour mission essentielle de travailler pour rétablir l'image du football togolais. Cette équipe devra donc œuvrer pour 3 mois. Un nouveau comité de restructuration à la tête de la Fédération togolaise de football. Cela après ce que d'aucuns qualifient d'échec de l'équipe précédente qui a entraîné la dissolution du comité de normalisation présidé par Antoine Folly. Une nouvelle équipe qui a été officiellement mise en place par la Fédération internationale de football association ce mardi. Composée de 10 membres, cette nouvelle équipe est présidée par l'ancien ministre Bernard Ouala. Le nouveau comité devra tenter de redonner une nouvelle image au football togolais. Partant de la crise qui a secoué et qui continue de secouer le football togolais depuis le mondial 2010,
le comité sortant n'aurait pas réussi à doter la fédération de nouveaux tests et de nouveaux dirigeants élus. Rappelons que le comité de normalisation sortant avait été mis en place par la FIFA en décembre 2014. Le mandat de ce comité étant arrivé à terme le 30 novembre 2015, le nouveau comité composé de 10 membres vient prendre place et va fonctionner comme une commission électorale dont les décisions seront définitives et contraignantes. Ces membres ne seront pas éligibles pour aucun des postes à pourvoir. Cette commission a un mandat de 3 mois. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur la radio-télévision d'État Santé. Agréable nuit surtout à toutes et à tous.